Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission C'est politique ce soir. Je reçois sur ce plateau Guy Losbar, qui est le maire de la commune de Petit-Bourg, ça je pense que vous le savez. Il est aussi le premier vice-président du conseil régional et le président de la communauté d'Aglo du Nord Basse-Terre. Donc avec lui, nous parlerons bien sûr de sujets d'actualité et nous ferons un petit tour, voire un grand tour du côté de la communauté. Guy Losbar, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Alors, Guy Losbar, un sujet d'actualité. Alors, l'élection du président de l'Association des maires de la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire pour vous que c'est un coup dur en tant que chef de parti, puisque l'élection a donné un président PS en la personne de Jocelyn Sapoti? Non, un coup dur, non, puisque au niveau du parti, il n'y avait pas de candidat. Lorsqu'on s'est réunis, nous avions convenu, comme il y a beaucoup de nouveaux maires, qu'ils ne participaient pas. Par contre, nous avons soutenu la candidature d'Éric André, puisque dès lors qu'il s'est positionné à la fin de la semaine, nous avons été contactés et soutenu sa candidature. Maintenant, ce sont donc des élections, et puis qui a fait un choix. Donc il appartiendra au nouveau président de pouvoir fédérer, de pouvoir animer, comme il a dit, et tous les dossiers qui concernent les maires. Oui, alors, pensez-vous qu'on puisse dynamiser, voire redynamiser cette association ? Puisqu'on sait que c'est une association effectivement qui existe, mais est-ce que jusqu'ici elle s'était emparée des grands dossiers? Est-ce que cette association, on va dire, a le dynamisme qu'il faut pour se faire entendre? En fait, il y a eu des hauts et des bas concernant cette association. Il y a eu des présidents plus dynamiques que d'autres, en fait, etc. Mais vous savez, il y a tout. On se bouscule pas trop au niveau donc des maires pour être président. Pourquoi? Président de l'association des maires, puisqu'il y a tout un historique du destin donc des différents présidents. Peut-être c'est cela, mais cela n'a rien de rationnel. Ouais. En tout cas, ça n'intéressait pas les élus GUSR plus que ça. Non, mais comme je vous ai dit, on a eu beaucoup de nouveaux élus, donc vous comprenez parfaitement que le souci, c'était de s'impliquer, de pouvoir prendre la maîtrise de leur commune pour être le plus efficace possible. Mais comme les élus guadeloupéens vont pouvoir travailler avec toutes les instances, régions, départements, associations des maires, l'État, en fait, toutes les instances. Mais sur ce dossier, nous avons soutenu la candidature d'Éric André. Est-ce que cette association est utile selon vous? Non, on ne peut pas dire que l'association ne soit pas utile. Peut-être qu'à la date d'aujourd'hui, l'association n'a pas peut-être le poids qu'il devrait avoir, puisqu'on se rend compte au niveau de l'AMF, quand même, c'est une institution qui est reconnue et dont l'État a l'écoute. Et lorsqu'il y a des lois, des directives concernant donc les communes, l'association des maires est consultée. Donc tout le défi pour le nouveau président, ce sera de faire en sorte que cette association puisse prendre sa véritable dimension. Et il faut souligner l'effort qu'a réalisé Jean-Claude Pioche, même s'il n'a pas pu être candidat au niveau de la commune donc de Désirade, mais qui, de par les différents dossiers, il a su montrer son implication, son volontarisme. Alors maintenant, parlons un petit peu de l'eau, puisque c'est un sujet d'actualité. Brûlant, je dirais. Alors, de manière générale, êtes-vous satisfait du travail du ministre des Outre-mer, M. Lecornu? Donc, il faut rappeler le contexte nouveau qu'il y a concernant ce problème d'eau, puisque après les élections municipales, il y a eu un changement au niveau donc, des EPCI, et ce sont ces EPCI qui ont la compétence pour la gestion d'eau. Donc il y a sur 5 présidents, il y a 4 nouveaux présidents, et très rapidement, on a manifesté cette volonté de pouvoir faire évoluer ce dossier et aboutir au syndicat unique tel que les syndicats, les partenaires sociaux, la population, les élus, tout le monde s'y est engagé dans ce sens. Maintenant, concernant le gouvernement, vous rappelez qu'il y a eu un courrier du ministre disant qu'on va dissoudre le SIAG et que le personnel et les dettes seront transférés au niveau donc, des EPCI.
nous disions que ce n'était pas la bonne solution, puisque au-delà de la faillite du SIAG, ça va entraîner la faillite donc, des 3 autres PCI, puisqu'ils ne pourront pas récupérer toutes ces dettes, mais en plus, tout ce personnel. C'est pour cela que nous avons cette stratégie de mettre en avant un SPL en transition et qu'on puisse aboutir au syndicat unique. Ma très grande satisfaction pour la réunion de vendredi, où les 3 présidents de PCI plus le président du SIAG, nous avons montré fermement cette volonté commune donc des élus guadeloupéens, c'est-à-dire les 4 présidents de PCI, mais en plus avec le département et la région qui s'étaient déjà manifestés dans ce cadre pour que nous puissions évoluer vers ce dossier et expliquer qu'en fait, le transfert au niveau donc, des EPCI ne sera pas la solution puisque, comme je viens de dire, cela pénalisait le SIAG, mais va pénaliser les 3 EPCI. Donc c'est pour cela que nous avons obtenu 2 choses. Dans un premier temps, que le SIAG ne soit pas dissout le 1er décembre. Mais en janvier En janvier, mais pouvant aller jusqu'au 31 août. Donc, il y a ces certitudes que ce ne sera pas le 1er décembre, janvier, pouvant aller jusqu'au 31 août. Pourquoi avec 2 conditions, bien sûr. La première condition, c'est que les EPCI et le SIAG s'organisent pour qu'il y ait continuité donc, des services jusqu'au 31 août, c'est-à-dire que les salaires soient payés janvier, février, enfin jusqu'au 31 août, premièrement. Deuxièmement, que le problème social soit réglé, puisqu'on sait très bien que le transfert ne pourra pas se faire pour l'intégralité au niveau donc, de la SMO. Donc il va falloir, en accord avec les partenaires sociaux, que nous nous mettons d'accord sur les départs volontaires, régler ce problème. Et troisièmement, que ce que le gouvernement a demandé, c'est que autour donc, des EPCI, qu'il puisse y avoir le département et la région. Mais sur ce plan-là, nous n'avons aucune inquiétude pour fournir cette garantie, puisque aussi bien la présidente Mme Borel que le président Chalus ont toujours montré leur implication dans ce différent dossier. Donc les EPCI plus département et région, donc nous sommes sûrs de pouvoir aboutir et faire en sorte qu'au 1er septembre, que le syndicat mixte soit créé. Oui, alors dans le même temps, poursuivre pour liquider le SIAG, mais aussi travailler pour cette nouvelle structure, c'est ça? Oui, continuer à travailler, puisque il y a déjà eu tout un ensemble de travaux réalisés par les techniciens, par les élus. Aujourd'hui, maintenant, il faut concrétiser, acter les choses, les sanctuariser en quelque sorte, et c'est pour cela que les EPCI, départements et régions vont se voir très rapidement de manière à mettre en place ce calendrier, comme je vous disais, pour qu'au 1er septembre 2021, que le syndicat puisse voir le jour, parce que, pour ne pas me répéter, aujourd'hui, on sait que c'est la volonté de tout le monde. Quand on entend les usagers, c'est cette volonté. Quand on entend les partenaires sociaux, les élus, l'État, la population. Donc, enfin, cet élément va pouvoir aboutir parce que, comme je dis, il y a cette volonté commune de pouvoir y arriver. Et c'était important. C'était important puisque nous avons expliqué à l'État qu'il ne s'agissait pas que nous ayons donc des propositions et que l'État puisse avoir des stratégies. Face à cette volonté commune, il fallait que nous puissions converger vers une solution commune et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Oui, alors l'État dit 10 millions d'euros supplémentaires, en tout cas qui seront rajoutés à cette enveloppe du plan de relance. Alors au total, c'est combien d'argent que l'État mettra ? Non, il est vrai qu'on sait que dans le cadre du plan de relance, pour la question d'eau, il y a 50 millions pour l'outre-mer, puisque je ne parle pas sur un principe de 10 millions, mais il y a 50 millions pour l'outre-mer. Ce qui est important pour nous, c'est de créer toutes les conditions pour que cette structure soit éligible à ces différents fonds. Mais ce que je répète, c'est qu'on sait très bien que l'eau paie l'eau, puisque vous le savez, je suis toujours dans une démarche de responsabilité. Moi, je ne suis pas là pour attendre que l'État nous donne. Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. Donc aujourd'hui, compte tenu de la complexité, des factures incomprises, la population ne paie pas l'eau comme il faudrait, puisque vous recevez une facture, vous recevez un autre montant, etc. Il faut clarifier tous ces éléments, mettre à jour ce fichier, et pour qu'après, que l'eau puisse couler normalement et que chacun puisse payer l'eau. Est-ce qu'il s'agira de repartir à zéro, les factures qu'on ne comprend pas et tout ça? Est-ce qu'il s'agira... Pas de partir à zéro, mais actuellement, il y a un travail qui se fait sur le nettoyage donc, du fichier.
de manière à ce que lorsqu'un administré reçoit une facture, qu'il puisse comprendre sa facture et à ce moment-là, qu'il n'y ait aucun problème pour qu'il puisse payer. De toute manière, il appartiendra au SIAG de mettre en place tout un plan des apurements de moratoire avec les différentes personnes. Parce que, comme je dis, logiquement, vous dites que c'est l'eau qui paie l'eau. Donc, nous devrions arriver à ce stade où les factures sont clairement définies, sont envoyées dans les délais et pour les montants correspondants. Et à ce moment-là, il faudrait que chacun puisse aussi payer sa facture. Et maintenant, les investissements, etc., ce sera pour les équipements, les subventions, les contributions de tous. Donc, vous pensez pouvoir faire rentrer l'argent au point de... donc, au fur et à mesure, les choses vont se faire, puisque le problème qui se pose, c'est que... Quand même, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que même l'administré, l'usager du SIAG, il ne sait pas, avec tous les bouleversements qu'il y a eu, où payer, quoi payer et comment payer, enfin, donc il y a tout cet aspect. Donc au fur et à mesure, les choses vont se clarifier et qui permettrait qu'en fait compte, qu'il puisse y avoir une facture qui correspond à une consommation et puis que cette facture soit envoyée dans les délais et qui permettrait que l'usager, le consommateur en quelque sorte, puisse payer l'eau. Puisqu'il faut se dire que pour payer de janvier jusqu'à août, dans le cadre de la mise en place de la SMO, il est nécessaire qu'il puisse y avoir donc des recettes d'exploitation également, au-delà de l'accompagnement que les collectivités pourraient apporter. Donc nous sommes vraiment... C'est quand même 35 millions d'euros de dettes. Non, mais au-delà des 35 millions de dettes, il y a des créances en face. Mais je ne mets même pas l'accent sur tous ces aspects. Ce que je dis, c'est que régulièrement, il va y avoir une consommation. Une consommation nécessite aussi qu'en face, qu'il puisse y avoir un paiement régulier. À partir du moment que les choses soient claires, puisque nous sommes dans une démarche de responsabilité, qu'il s'agit pour les élus de prendre leurs responsabilités, il s'agit pour l'État de manière conjointe en responsabilité et bien sûr les usagers, la population soient en responsabilité. Chacun dans ce dossier a sa part de responsabilité et forcément en tant qu'élu vous avez la responsabilité suprême puisqu'il vous appartient d'organiser les choses. L'État dit 10 millions d'euros, c'est une goutte d'eau? Non, en fait, aujourd'hui, on a déjà entendu beaucoup de montants concernant 400 millions, 900 millions, 10 millions, etc. Il ne s'agit pas de rester figé sur un nombre de millions. Ce qui est surtout important, c'est qu'il y a une volonté qui puisse s'exprimer, c'est qu'il y a une organisation et une stratégie qui soit mise en place pour que l'eau puisse continuer à couler autant que faire possible de manière convenable, mais surtout qu'à partir donc, de septembre, que nous puissions être dans cette autorité unique de gestion et qu'il puisse y avoir un plan sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, etc. Mais ce qui voudrait dire que ce problème d'eau soit réglé. Oui. Alors Guy Losbar, maintenant parlons de la CANBT. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a au sein de la structure un climat serein, un climat de travail favorable, puisqu'on sait qu'il y a quand même la proximité des élections en 2021. Alors, comment ça se passe au niveau de la communauté? Non, au niveau de la communauté, il faut déconnecter par rapport aux élections. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu un vote, la mise en place de nouveaux conseils communautaires. Et depuis mon élection, nous avons eu 3 conseils communautaires. Il faut aussi rappeler que le gros souci, c'est que les conseils n'arrivaient pas à se tenir. Il n'y avait jamais de quorum, mais c'était en deuxième lecture. Ce qui est important, c'est que nous puissions maintenir ce conseil. Et comme j'ai eu l'occasion d'expliquer, donc moi, je vais présider en donnant de larges délégations à tous les vice-présidents. Ce qui est le cas, nous avons mis en place un principe que tous les 15 jours, qu'il puisse y avoir une réunion de bureau où chaque vice-président fait le point sur ses dossiers. Et à chaque conseil communautaire, que chaque président, qu'il s'occupe de l'assainissement, du transport ou de l'environnement, qui puisse faire le point sur ces dossiers de manière à ce que l'ensemble des élus communautaires puissent connaître quelle est l'avancée donc, des différents dossiers. Et nous avons pu mettre en place des différentes commissions. Nous allons adresser à toutes les communes le calendrier des commissions de manière à ce que, quel que soit le conseiller municipal d'une des 6 villes, qui puisse participer au conseil communautaire, puisque ce que je veux, c'est que nous puissions être en toute communion, en toute coordination, et que le conseil communautaire, la CNBT, soit en lien
avec les communes. Et d'ailleurs, à la fin du mois de novembre, je vais réunir les maires parce que c'est important aussi qu'il puisse y avoir ce conseil des maires, puisqu'il y a un certain nombre d'actions que nous allons mettre en place qui nécessitent l'appui des maires. Donc ça, c'était sur un plan politique. Sur un plan administratif, puisque quelle que soit la volonté politique que vous pouvez avoir, s'il n'y a pas une administration forte, des employés motivés, nous n'allons pas pouvoir mettre en place cette politique. Et là aussi, mon souci, c'est de recréer cette sérénité, cet engouement, ce dévouement au niveau donc, du personnel. Donc, j'ai eu l'occasion donc, de les rencontrer. Il y a un certain nombre de problèmes, comme j'ai dit, ça fait 6 ans qu'ils n'étaient pas évalués, que les bâtiments n'étaient pas assurés, tous ces éléments pour les rassurer, que même au niveau de la paye, que cela se fasse à une date bien précise et de manière régulière. Et ensuite, il faut mettre en place un nouvel organigramme, parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'employés qui sont en longue maladie haute, ce qui montre qu'il y avait un malaise. Donc c'est mon rôle en tant que nouveau président de mettre cela en place pour que les choses soient meilleures. Alors vous dites avoir de la bonne volonté, alors c'est vrai que ce que vous venez de décliner, c'est dans un fonctionnement idéal d'une structure intercommunale, mais est-ce que il n'y a pas d'ores et déjà quelques embûches? J'ai parlé tout à l'heure des prochaines élections, je parle aussi de ce problème de SIAG. Est-ce que votre plan, en tout cas celui que vous avez élaboré pour faire avancer cette structure, n'est pas déjà hypothéqué? Non, puisque, comme je vous dis, il y a une forte ambition pour la communauté. Concernant la dissolution du SIAG, le grand danger, c'est que le personnel soit transféré, 45 personnes, ce qui faisait pratiquement 2 à 3 millions supplémentaires, sans pour autant qu'il y ait de réelles contreparties. Logiquement, avec la stratégie que l'ensemble des élus nous allons mettre en place, nous devrions pouvoir éviter cela et faire que les communautés ne soient pas pénalisées directement par cet aspect. Maintenant, concernant la situation financière, vous savez, dès lors, quelle que soit la structure ou même un foyer, il faut que vous ayez une situation financière saine pour que vous soyez crédible. Moi, quand je suis arrivé en tant que maire de Petit-Bourg, il y avait un déficit et nous avons pu régler cela. Et depuis, c'est une ville qui est en situation financière saine. Et d'ailleurs, l'an dernier, nous avons voté un compte administratif très excédentaire, 11 millions en 2018 et près de 7 millions en 2011. J'étais président de la commission finances du Conseil général et pendant toute cette période, le compte administratif a été largement excédentaire puisque tout le monde connaît cette situation. Et depuis 2015, en tant que président de la commission des finances de la région, c'est mon rôle, c'est pour que la région puisse avoir une situation financière saine. Nous l'avons dit à notre arrivée quelle était la situation en termes de trésorerie haute. Aujourd'hui, c'est une situation saine. Et j'ai été également président de la communauté d'agglomération. Et effectivement, contrairement à tout ce qui a pu se dire, le compte administratif qui qualifie la gestion, j'ai été jusqu'en 2014, en 2013 était largement positif. Et en 2014, où j'ai exercé pendant 4 ou 6 mois, effectivement positif. Et ce sont des choses vérifiables puisque dans une collectivité, c'est le cas, c'est le compte administratif qui détermine quel a été le bilan de la gestion. Et mon rôle, mon souhait, c'est que dès 2021, que nous puissions être en situation d'assainissement financier, puisque quand vous n'avez pas une situation financière claire, nette, saine, vous n'êtes pas crédible auprès des partenaires. C'est comme un foyer. Si vous êtes en permanence en découvert, votre banquier ne vous respecte pas, vous ne pouvez pas faire un certain nombre de projets. Donc, en fait, il faut être dans cette situation de l'assainissement financier pour donner de la crédibilité et à ce moment-là, pouvoir financer les différents projets. Alors, donc nous sommes sur cette trajectoire. Donc vous dites que vous êtes là pour faire avec tout un chacun, avec la bonne volonté, vous pensez réussir à faire en sorte que vous soyez tous sur la même ligne, sur la même trajectoire? En principe, quand vous prenez une fonction, c'est que vous avez cet engagement de pouvoir réussir. Parce que vous pouvez prendre une fonction et penser que vous n'allez pas réussir. Et moi, ma volonté, c'est que c'est pas une réussite, ça ne doit pas être une réussite personnelle, mais une réussite collective. Et c'est pour ces raisons, dès l'élection, j'ai eu l'occasion donc de dire qu'on va fonctionner avec tout le monde. Je vais donner de larges délégations, de manière à ce que chacun soit en liberté de pouvoir fonctionner. Quelles que soient les qualités humaines que vous pouvez, les compétences, etc.,
vous ne pouvez pas gérer seul une collectivité. Donc il faut que le personnel soit motivé, soit autour de ce projet politique, mais aussi que les politiques puissent s'impliquer. Et comme il s'agit d'une communauté d'agglomération, que les maires aussi soient en coordination, en harmonisation. C'est ce rôle que moi, que j'ai aujourd'hui en tant que président. Il ne s'agit pas pour moi de faire le point sur ce qui s'est passé ou pas. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il m'appartient de régler tous les problèmes qui existent au niveau de la CNBT, c'est mon rôle. Avec l'ancien président, ça se passe bien? Oui, avec l'ancien président, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Il a été élu hier en tant que président de l'association des maires. Donc, je suis un maire, donc il m'appartiendra de travailler avec le président. Oui. Vous avez dit qu'il vous appartient de régler les problèmes qui se font jour au sein de la structure. Alors, quel est le problème premier à régler? En fait, on ne peut pas dire qu'il y a un problème premier, mais il y a un certain nombre de priorités. La priorité, c'est déjà l'environnement. La CNBT, le Nord-Bas-Terre se qualifie comme un territoire de haute qualité environnementale. Et quand vous passez, vous voyez qu'il y a trop de décharges. Et nous, on veut pouvoir régler cela en agissant sur 4 points. Premier point, il y a des communes pour lesquelles il n'y avait pas de marché pour le ramassage des encombrants. C'est Goyave et Petit-Beau. Nous avons lancé donc des marchés et qui permettra, comme les autres communes, qu'il puisse y avoir un ramassage régulier. Deuxième chose, il y a beaucoup de décharges sauvages. On a mis en place l'action Stop Malpropre. Pourquoi Stop Malpropre? Parce qu'il y a beaucoup de décharges et nous avons dénombré, je crois, plus de 70 décharges. Et ce que j'ai demandé sur le territoire, sur l'ensemble des communes. Plus de 70 décharges, vous dites? Sauvages, je parle, sauvages. Oui. C'est où on met un encombrant, après on met des ordures, enfin, etc. Et dans chaque endroit où on va faire un fleurissement, où on va mettre une grande pancarte, Stop Malpropre, de manière à inciter les gens. Oui, mais est-ce que la pancarte suffira? La pancarte ne suffira pas, mais vous savez, c'est plus difficile que vous voyez une grosse pancarte et que vous déposez un paquet d'ordures, enfin, etc. Donc après, c'est la conscience de chacun. Je sais que ça ne va pas suffire, mais parallèlement, on va mettre en place d'autres actions d'information. Dès le mois de décembre, je pense, en appui avec les collectivités, nous allons mettre en place une brigade verte, en appui avec la police pour sensibiliser, pour sanctionner lorsqu'il y a donc des dérives, lorsqu'il y a des infractions, puisque je suis convaincu qu'il faut que cette campagne d'information, le slogan je suis convaincu qu'il faut... Propre et belle ne suffit pas. Non, le slogan Guadeloupe propre et belle ne suffit pas. Comme je vous ai dit, mettre Stop Malpropre ne suffit pas, puisqu'on a déjà mis une vingtaine de pancartes. Et on se rend compte qu'il y a un résultat. Il y a des pancartes où on mettait des décharges, depuis il n'y en a plus de décharges, mais il y a des pancartes où on vient mettre en dessous du panneau Stop Malpropre, on met des décharges. Ce sont des gens qui ne savent pas lire? Non, enfin, puisque de toute manière, il y a un gros rat qui montre qu'il ne faudrait pas le faire. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème à ce niveau-là. Et quatrièmement, c'est de pouvoir mettre en place des déchetteries sur tout le territoire. Il y a déjà une déchetterie à Déhé. Il y a une déchetterie au Lamentin. Nous allons inaugurer à la fin du mois la déchetterie de Prête-Noire. Nous allons sans doute vers janvier mettre la première pierre de la déchetterie de Petit-Beau et celle de Goyave, de manière à ce que sur les 6 communes, qu'il puisse y avoir une déchetterie. Et ce qui voudrait dire qu'il y a un ramassage régulier, il y a des déchetteries, il n'y aura plus de raison pour que quelqu'un puisse mettre un vieux réfrigérateur, puisse mettre un vieux matelas sans raison devant sa porte, etc. Il a cette possibilité de l'amener à la déchetterie ou tout au moins d'attendre le jour de passage. Et c'est pour cela, information, mise en place de déchetterie, mise en place de ramassage et après, inévitablement, il va falloir sanctionner. Guy Losbar, malheureusement, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission, mais je ne peux vous laisser partir de ce plateau sans vous poser une question que je vous ai déjà posée, peut-être la poser autrement, puisque vous le savez, aujourd'hui, tout un chacun essaie de se positionner, de savoir ce qui va réellement se passer en 2021. On ne sait pas si ça sera au mois de mars, si ça sera après, mais en tout cas, ce qui va réellement se passer. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous êtes arrêté pour savoir ce que vous allez réellement faire? Est-ce que vous êtes partant, vous êtes prêt pour les prochaines échéances électorales? Pas en tant que chef de parti, mais en tant que candidat.
Vous savez, à chaque émission, j'ai toujours cette question. Et puis, et pas la même réponse. Enfin, en tout cas, ce que j'explique, c'est que je mentirais et personne ne pourrait croire qu'un responsable, qu'un président de parti ne s'intéresse pas aux élections départementales et régionales. Donc nous avons dit en temps voulu, nous aurons l'occasion donc de se prononcer, puisque j'ai même annoncé une date pour que nous puissions déjà intervenir concernant, en tout cas, montrer notre avancée, les stratégies que nous allons mettre en place par rapport à ces différentes élections. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous vivons une crise et aussi sur différents secteurs. Il est surtout important que chacun, dans le cadre de ses fonctions, moi en tant que président CNBT et en tant que maire de Petit-Bourg et en tant que vice-président de région, d'être le plus performant possible pour que la population puisse retrouver cette crédibilité, cette confiance au niveau donc, des élus. Et après, il y a un temps pour qu'au niveau donc, des élections, que chacun puisse se positionner, s'il est candidat ou pas, et à ce moment-là, expliquer pourquoi il est candidat, pourquoi il n'est pas candidat. Mais ce sera très important. Et au moment voulu, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il m'appartiendra d'apporter ces explications. Mais tous les jours, je rencontre des administrés, des Guadeloupéens qui me sollicitent ou qui me posent des questions, soit concernant le département, soit concernant les régions, parce que ce sont ces élections qui auront lieu en 2021 et on ne sait pas si c'est au mois de mars, au mois de juin, au mois de septembre ou un autre mois. On a vu que le PS se positionne déjà avec certaines présidences, la CEMAC par exemple, et autres. Alors est-ce que... Non, je ne pense pas, là ce sont des structures. Se positionner... Est-ce que ce n'est pas une manière aussi mais se positionner sur nous, ce sont donc des instances au contraire, pour être en appui, soit des collectivités, ou pour pouvoir agir pour le pays. Je ne pense pas que si on devient président de CEMAC ou président de telle structure, c'est dans on une devient démarche, président du département, par exemple. C'est dans une démarche départementale ou régionale. Ouais, vous ne le pensez Après, pas. c'est quelle que soit la fonction qu'on occupe, c'est avant tout pour agir pour le développement du pays. Alors, il y a certaines personnes qui s'organisent déjà. On a la naissance du paré, on en a d'autres. Alors, on a vu quand même qu'il y a une émulation autour des élections. Ça ne vous préoccupe pas forcément? Non, c'est la démocratie qui s'exprime. De toute manière, ce sont des élections majeures. Départementales et régionales. Ce sont les élections supra au niveau de la Guadeloupe, si je pourrais dire. Donc c'est tout à fait normal qu'on se positionne. Ma très grande satisfaction, c'est que Guadeloupe Unie est un parti résolument guadeloupéen qui met en avant la responsabilité locale. Nous disons penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, et j'ai constaté qu'effectivement c'est cette mouvance qui se manifeste. C'est un nouveau slogan. Les différents partis que nous entendons, ils sont dans cette dynamique de penser Guadeloupe, ils sont dans cette dynamique de responsabilité locale, ils sont dans cette dynamique d'autonomie, ce qui prouve que cela fait des années que nous avions déjà cette vision, que nous étions déjà sur, donc vous êtes en avance sur les autres. Sur le bon chemin. Et c'est pour moi une satisfaction de voir que beaucoup d'autres nous rejoignent, en tout cas dans les idées, et peut-être ce sera de manière plus concrète. D'accord. La prochaine fois que vous viendrez sur ce plateau, peut-être que vous serez déjà fixé sur ce que vous ferez. Mais je me rends compte que vous y tenez. J'y tiens. Les Guadeloupéens y tiennent parce que les Guadeloupéens veulent savoir. Vous savez très bien que je suis quelqu'un donc de mesuré, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, ce qui est surtout important, c'est que quel que soit l'élu, quelles que soient ses fonctions, c'est qu'il puisse être le plus efficace possible, qu'il soit maire, qu'il soit président de région, qu'il soit président du département, qu'il soit président de PCI, qu'il soit parlementaire, sénateur, ou il soit le plus efficace possible et qu'il soit toujours dans cette dynamique de penser Guadeloupe et agir pour les Guadeloupéens. Merci Guy Losbar d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, demain, nous aurons deux émissions. Une première émission avec le préfet de Guadeloupe en première partie et en deuxième partie, notre émission « Que les choses soient dites » avec un thème fort intéressant. Donc, vous aurez une très belle soirée ici sur Canal 10. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous ou ces deux rendez-vous demain à partir de 20h. Excellente soirée à tous.